Y ahora le voy a dar la palabra a Bruno Racine. Les voy a presentar. Estudió en la Escuela Nacional de Administración francesa, la famosísima ENA, y en su carrera profesional trabaja vinculado sobre todo a la Cámara de Comptos, al Ministerio de Asuntos Exteriores y desde 1988 a la Cultura como director de Asuntos Culturales de la Ciudad de París. En los últimos años ha sido director de la Academia de Francia en Roma, posteriormente del Centro Georges Pompidou y en la actualidad es presidente de la Biblioteca Nacional de Francia. Es autor de varios ensayos que han recibido diversos premios y es oficial de la Legión de Honor. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord m'excuser de ne pas pouvoir faire mon exposé en espagnol, mais je voudrais remercier la présidence espagnole de l'Union pour son invitation et je profite de l'occasion pour saluer ma remarquable collègue Milagros del Corral, qui est une grande amie en plus d'une remarquable directrice de cette bibliothèque. Alors je vais essayer de vous, d'une part, de récapituler ce que la Bibliothèque nationale de France et les éditeurs ont fait dans le domaine de l'offre légale de contenu protégé, et je terminerai en indiquant les perspectives qui sont aujourd'hui les nôtres avec l'annonce faite de moyens supplémentaires pour la numérisation. Si je me tourne vers le passé, la nouvelle Bibliothèque nationale, enfin les nouveaux bâtiments ont été voulus par le président François Mitterrand avec l'idée, une utopie technologique à l'époque, d'offrir aussi un grand nombre de livres sous forme numérique. Et en effet, il y a une quinzaine d'années, un de mes lointains prédécesseurs avait entrepris, avait commencé la numérisation d'ouvrages protégés sans vraiment se préoccuper de l'autorisation des éditeurs qui, à l'époque, avaient réagi assez vivement et négativement. Si bien que, et je pense que sur un plan juridique, les éditeurs avaient raison, si bien que la numérisation à la Bibliothèque nationale de France, à partir de la création de notre bibliothèque numérique Gallica en 1997, a concerné pendant longtemps exclusivement les œuvres du domaine public. Avec l'annonce par Google de programmes de numérisation massifs, il a fallu changer l'échelle. Et donc en 2007, avec le soutien de l'État, du ministère de la Culture, nous avons pu disposer de ressources additionnelles pour mettre en place des programmes de numérisation d'une autre ampleur, 13 millions de pages chaque année, toujours sur le domaine public. Ça, c'est depuis 2007. Mais au même moment, nous avons compris que Google, numérisant aussi les œuvres du domaine protégées par le droit d'auteur, nous devions reprendre la question de l'accès aux œuvres protégées par le droit d'auteur ou le copyright. Nous savions que c'était un problème sensible du point de vue des éditeurs. Nous savions que sur le plan juridique, il y avait une grande incertitude sur ce que nous avions le droit ou pas le droit de faire, notamment pour les œuvres orphelines. Et donc, la conclusion logique était que nous devions commencer par une expérience conduite avec les éditeurs volontaires pour y participer. Donc, en 2007, avec le syndicat national de l'édition, nous avons commandé une étude juridique et économique qui nous a proposé un modèle pour cette expérience. Alors, très brièvement, le contenu des ouvrages protégés peut être indexé, le plain texte et les métadonnées peuvent être indexés
par Gallica, mais la consultation des ouvrages numérisés ne peut s'effectuer que sur la plateforme choisie par l'éditeur et aux conditions fixées par l'éditeur. Et pour avoir accès au texte intégral, il faut naturellement acquitter un paiement. La BNF, dans le cadre de l'expérience, ne perçoit aucune royalties, mais inversement, l'État, par le ministère de la Culture, peut subventionner jusqu'à 50% la numérisation chez les éditeurs qui le demandent. Alors, après 2 ans d'expérience, nous avons accessible sur Gallica un peu plus de 20 000 ouvrages protégés par le droit d'auteur, ce qui est peu par rapport à la quantité de documents accessibles par Gallica, qui aujourd'hui est supérieure à 1 million. Donc, nous avons en quelque sorte expérimenté les procédures qui permettent de rendre légal l'accès aux œuvres protégées à travers une plateforme comme Gallica, mais en même temps, nous avons vu un certain nombre de limites quantitatives, mais aussi en termes de contenu. Les éditeurs, et c'est logique, ne proposent que des œuvres récentes, si bien que la continuité entre les œuvres anciennes et les œuvres actuelles ne se fait pas. Et une enquête faite auprès des utilisateurs a montré une satisfaction de l'offre, mais une frustration devant l'absence d'œuvres épuisées en particulier. Alors, l'annonce qu'a faite le président de la République, qui a été convaincu par notre ministre de la Culture, M. Mitterrand, le neveu du fondateur de la nouvelle bibliothèque, de consacrer des sommes importantes à la numérisation du patrimoine culturel, change complètement les perspectives. Donc, on a mentionné tout à l'heure cette enveloppe de 750 millions d'euros. Je vais peut-être quand même donner quelques précisions. Il ne s'agit pas de subventions classiques, donc à la différence de ceux dont nous avons bénéficié jusqu'à présent. Il s'agit de sommes que l'État va emprunter et dont il escompte qu'elles produisent un retour économique. Donc, en pratique, les sommes en question seront rendues disponibles par une institution financière publique qui s'appelle la Caisse des dépôts. Le ministère de la Culture coordonnera l'utilisation, mais les opérateurs de la numérisation seront 4 grands opérateurs nationaux: la Bibliothèque nationale de France, l'Institut national de l'audiovisuel, le Centre national du cinéma et la Réunion des musées nationaux, car chacun aura un rôle aussi d'agrégateur à l'échelle nationale. Ce qui est important de noter, ça fait le lien avec l'exposé de mon collègue danois, c'est que le président de la République a demandé que ces sommes soient utilisées dans le cadre de partenariats public-privé. Donc il est possible qu'un certain nombre de partenaires mentionnés par mon collègue soient aussi nos propres partenaires, mais avec une différence qui est appréciable, c'est que nous avons de l'argent dans la négociation, et donc nous pouvons obtenir d'autres conditions, j'imagine, et en particulier, nous tenons beaucoup à ce que nos contenus soient les plus largement accessibles autant que possible. Donc, ce qui va se discuter en ce qui concerne l'utilisation de ces sommes, c'est d'une part la recherche de partenaires privés français ou non français qui peuvent être partie prenante à des numérisations de masse, mais surtout, nous allons pouvoir nous appuyer sur ce que le ministère de la Culture français prépare, un peu dans l'esprit de ce que mon collègue danois a précisé, c'est-à-dire un nouveau cadre législatif qui nous permettra de dire ce qu'il est possible de numériser et de rendre accessible et à quelles conditions. Car c'est ce verrou qui est aujourd'hui pour nous le plus important. Alors, est-ce qu'il y aura des modèles de licence nationale?
ou des contrats individuels. Il est beaucoup trop tôt pour le dire. Je pense que pour toutes les œuvres orphelines, il y aura un modèle relativement qui nous facilitera grandement la tâche. Ce que le ministre a demandé, c'est aux éditeurs, aux auteurs, à nous-mêmes, bibliothèques, de participer à un groupe de travail aussi qui est censé présenter quelques conclusions dès le mois de juillet. Donc, on voit bien que nous avons pu changer d'échelle pour la numérisation des œuvres du domaine public. Notre objectif est de faire la même chose pour les œuvres protégées sur la base d'une loi qui n'existe pas encore, sur la base de partenariats avec le privé qui pourront être négociés avec la force que nous confère l'engagement de l'État à partir de ce grand emprunt dont la BNF pourrait recevoir quelque chose comme 140 ou 150 millions d'euros. Donc un pouvoir de négociation avec des partenaires privés qui est évidemment une condition propre à la France et qui devrait nous permettre aussi de donner aux œuvres qui seront numérisées dans l'avenir une diffusion non limitée au territoire français, même pendant une période donnée, mais tout de suite accessible aussi via Europeana, puisque ça fait partie aussi de nos priorités. Voilà, très résumé, l'état de la question, qui est donc extrêmement fluide à ce stade, puisque nous sommes vraiment dans la phase d'étude et de discussion, de préparation, de mise en œuvre de cet emprunt national et des programmes qui pourraient en bénéficier. Muchas gracias. Así.